Musique. Cinéma. Culture. Réservoir. Une émission présentée par Pierre Charpilloz. Bonjour à tous, bienvenue dans Réservoir, votre réserve culturelle du vendredi. Alors cette semaine, on va aller à la rencontre des artistes et des techniciens de Quidam, le spectacle du Cirque du Soleil, en ce moment à Strasbourg. Mais avant ça, on va parler musique avec un habitué de Radio Arc-en-Ciel. Tu es déjà venu dans nos locaux il y a quelques temps, je crois déjà, il y a presque 2 ans. Environ 2 ans. Ouais. Environ 2 ans, voilà, c'est ça. Sylvain Tauby. Bonjour Sylvain. Salut. Alors, tu es chanteur de folk, tu chantais en anglais, en tout cas la dernière fois que tu es venu nous voir, tu chantais en anglais, d'abord seul, puis dans un groupe, Gracewood, on en parlera plus tard, et puis maintenant, parallèlement à Gracewood, dont on va parler tout à l'heure, tu chantes seul et en français. Ouais. Pourquoi ce passage de l'anglais au français ? Eh ben écoute, ça fait un petit moment que en fait, j'avais commencé à écrire en anglais vu que je suis pas j'ai pas vraiment une culture francophone, en tout cas pour ce qui est de la musique. J'ai toujours écouté des disques de blues, de folk, de bluegrass, country, etc. Tout ce qui est américain finalement. Et par contre, chansons françaises, à part Brassens et quelques autres, j'ai toujours mis ça un peu en retrait. Je me suis pas vraiment désintéressé, mais et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire en anglais, parce que c'est une langue déjà qui s'adapte vachement bien à ce style de musique. C'est pas juste une langue, en fait, c'est vraiment un instrument avec plein de diphtongues, de trucs que tu peux étirer. En français, c'est beaucoup plus sec, c'est beaucoup plus dur pour s'accorder avec ce style de musique que j'écoute, que j'aime. Et c'est pour ça qu'au début, puis en plus je parle anglais assez couramment, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire en anglais. Et puis au bout d'un petit moment, je me suis rendu compte que en anglais, je ne pouvais pas tout dire non plus, vu que j'y peux rien, mais je suis français. Et qu'une langue maternelle, c'est une langue maternelle. Et j'étais arrivé un petit peu dans une impasse, je ne savais plus trop quoi écrire. Et puis j'arrêtais pas de me comparer à tous les songwriters américains qui... que je me suis dit, soyons francs, je pourrais jamais les égaler. Non. Et je pourrais jamais atteindre ce niveau de fluidité, de poésie, quoi. Parce que c'est leur langue maternelle. Ouais. C'est pour ça, peut-être aussi. Et c'est ça. C'est pour ça. Et du coup, je me suis dit, voyons ce que ça donne si je commence à écrire un truc comme ça en français, mais vraiment sans chercher la rime, sans chercher vraiment, sans essayer de mettre de l'ordre, vraiment. J'ai juste pris une page et commencé à écrire absolument tout ce qui me passait par la tête. Et puis finalement, ça fait une chanson. L'idée, c'était de la traduire après en anglais, et puis finalement, du coup, elle est restée comme ça. Et ça a été ma première chanson en français. Et j'ai continué comme ça. Et après, j'ai continué comme ça. Et c'était quand alors, cette première chanson en français ? C'était en juin dernier, donc c'était il y a même pas un an, quoi. C'était D'accord. Il y a 9 mois. Et maintenant, ton répertoire de chansons françaises, il est grand comment ? J'en ai pas mal, mais disons j'en ai 10 d'aboutis. Et je suis un petit peu exigeant avec ça, même si ça vient très vite. Enfin, je veux dire, les textes viennent vite sur le coup, mais après, il faut retravailler un petit peu certains trucs. Le texte et la musique ne viennent pas forcément en même temps. Là, de vraiment fini, enregistrable, j'en ai 10. D'accord. Et donc, tu es venu avec 3 chansons, là, aujourd'hui. Ouais. Peut-être nous en interpréter une en guise de préambule, avant d'attaquer la suite. Alors, le titre, c'est « Dernière trace ». Dernière trace. Passez quand tu veux. Marche sur une route trop large pour moi. Je ferme les yeux pour pas voir là où elle va. J'ai le dos courbé par le poids de tous les espoirs de tous ces gens qui n'ont de cesse de croire aux boussoles, aux panneaux, aux cartes, aux écriteaux qui te font tourner en rond, qui te guident pour de faux vers un beau terminus où tout le monde se rejoint. Tout ce repos en plus pour tous ces rêves de moins. Oh,
Pas de rêve à couver, tout est à décuver. L'ivresse des vieux jours, passé vitesse grand V. La vieille illusion, vieille comme le monde, que si t'y crois très fort, tu rentres dans la ronde. Alors tout ce beau monde regarde passer les trains, une certaine lueur dans un regard incertain. Le cœur rancunier de pas avoir été suivi sur 1 million de chemins que déjà on oublie. Alors si t'as du feu et un peu de tabac, on va s'en fumer une avant de savoir où on va attendre sagement qu'une voiture passe pendant que la pluie et le vent effacent nos traces. Alors si t'as du feu et un peu de tabac, on va s'en fumer une avant de savoir où on va attendre sagement qu'une voiture passe pendant que la pluie et le vent effacent nos dernières traces. Je suis né dans une ville grise comme les nuages qui n'ont pas bougé depuis au moins le Moyen-Âge. Si la terre est bien ronde comme tout le monde a l'air de dire, alors je veux être aussi rond qu'elle et faire le tour avant de revenir. J'ai arpenté des routes qui m'ont toujours mené quelque part. J'ai bu des verres qui m'ont toujours mené dans d'autres bars. Ce matin je me suis levé et j'avais plus un rond, alors j'ai levé le pouce et je suis reparti pour de bon. Alors si t'as du feu et un peu de tabac, on va s'en fumer une avant de savoir où on va attendre sagement qu'une voiture passe pendant que la pluie et le vent effacent nos traces. Alors si t'as du feu et un peu de tabac, on va s'en fumer une avant de savoir où on va attendre sagement qu'une voiture passe pendant que la pluie et le vent effacent nos dernières traces. Pendant que la pluie et le vent effacent dernières traces. Pendant que la pluie et le vent effacent nos dernières traces. Sylvain Tauby en live dans Réservoir, bravo, félicitations. Merci. C'est combien de temps pour écrire une chanson comme ça? Parce qu'elle est quand même très aboutie, vraiment. C'est la chanson que je disais tout à l'heure, c'est ce qui a coulé, c'est ce qui a coulé comme ça. Je m'étais dit, bon, écris n'importe quoi, et c'est cette chanson qui est arrivée. J'avais même pas pensé aux rimes, et c'est les rimes qui sont apparues. D'accord. Bon, ça spontanément. Crime et gestion, mais ça témoigne de beaucoup d'expérience. Ça fait combien de temps que tu écris des chansons et que tu en chantes? Alors en anglais, ça fait quelques années. Ça fait 4 ans, je dirais, 4 ou 5 ans. D'accord. Que j'écris en anglais. Et ça t'est venu comment, du coup, cette idée, cette envie de chanter? Oh, alors ça... ça remonte de longtemps. C'est pas vraiment... c'est pas apparu comme ça? Non. Je me souviens qu'au lycée, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, je pensais jamais écrire un jour. Ou alors j'essayais, mais c'était absolument ridicule. C'était... le genre de truc que je trouvais génial en l'écrivant le soir et le matin en me relisant. Non mais comment est-ce que j'ai pu écrire un truc pareil? Et hop, poubelle. Et c'est vrai que c'était absolument ridicule. Je me cherchais. J'imitais pas mal. Je me disais, non, j'y arriverai jamais, autant que je laisse tomber. Et puis c'est vers... c'est quelques années plus tard que j'ai commencé à écrire comme ça, sans vraiment y penser. Le truc, c'est de pas y penser. Et de mes expériences, le feeling du moment. Le truc, c'est de pas y penser, quoi. Ça vient comme ça. Et ton premier concert, alors, c'était quand? Et mon premier concert, c'était à Strasbourg. Le premier concert où je chantais mes chansons, je veux dire. C'était à Strasbourg, c'était au Rock City, je me souviens, près de la Salamandre, Cruteno. Voilà. Et puis au début, je jouais tout seul. Après, j'ai eu une expérience. Enfin, je chantais avec une chanteuse, donc on avait un duo folk. On chantait tous les deux nos chansons en anglais. D'accord. Voilà. Après, j'ai rencontré Martin, Joe et JB, donc toute la bande avec qui on a fait le groupe Gracewood. Qui est un groupe qui existe donc depuis... C'est un groupe qui existe depuis... alors, c'était en
septembre, novembre 2012. Novembre 2012, d'accord. Encore relativement récent. Enfin, un an, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, tu as vécu un temps aux États-Unis, tu le disais un peu tout à l'heure. C'est ça qui t'a formé aussi à la musique folk? C'était le Canada. Le Canada, pardon. En Amérique alors. Ouais. Et non, la musique folk, j'aimais avant ça. Enfin, quand je dis musique folk, c'est tout ce qui est vaguement countrysant, voilà, folk US en tout cas. Oui. Parce que c'est vrai que folk, c'est pas la folk music d'Allemagne, c'est autre chose. Folk, pour moi, c'est un petit peu, ça veut dire un peu world music. Ouais. C'est musique folklorique, donc c'est musique de tous les. Ça peut être du folk de n'importe où en fait. Et en fait, j'aimais beaucoup Johnny Cash, Neil Young et les autres de cette trempe-là. Le Canada, c'est plus justement parce que j'aimais cette ambiance générale que je suis allé là-bas. D'accord. Et c'est un truc qui est resté après. Ouais. Et donc tes principales influences, tu citais Neil Young, Johnny Cash, si tu as maintenant un maître en musique folk américaine, ce serait qui à citer? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Un maître, il n'y en a pas. Il y en a plusieurs. J'ai eu ma passe où j'idolâtrais pas mal Johnny Cash. Et mais après, ouais, il y a après beaucoup d'indépendants. Beaucoup d'indépendants, peu connus alors. Peu connus, mais c'est vrai que ça regorge, c'est un répertoire qui est énorme. Ouais. La country, la folk américaine. Oui, plein de choses. C'est assez bien. Beaucoup ne s'exportent pas. Beaucoup ne s'exportent pas, et ceux qui s'exportent donnent une vision un peu étriquée de genre quand on pense country, de suite on a cette image du paysan avec un banjo et un gros chapeau. Ouais, mais encore, ça c'est cool. Oui, c'est vrai. On peut avoir l'image de la pop star de Nashville avec le Stetson immaculé, le gros pick-up, les bottes à paillettes, le pick-up derrière. C'est avec vrai. Chaque chanson qui parle du 11 septembre. Il y a tout, c'est assez large. C'est vrai quand on part de Bob Dylan à Johnny Cash, on a des choses qui sont complètement différentes. Ouais. C'est assez large. Et en français, tu as plutôt des influences aussi par rapport à la musique française, comme tu commences à écrire en français, ou c'est au contraire, tu t'inspires de la musique américaine et c'est plutôt ça, tu l'adaptes en français. D'accord. Ouais, c'est plutôt ça. Vu que j'ai pas vraiment une culture francophone, même si j'écoute du français, mais je veux dire, c'est pas forcément... voilà, j'essaie plus de transposer ce que je connais folk rock US en français, quoi. Mais ça s'écrit pareil alors en fin de compte, une chanson française, chanson américaine, non. Anglaise? Il y a tout un tas de différences sur le phrasé, le truc. C'est pour ça que j'ai pas mal écouté de rap en fait ces derniers temps, histoire d'avoir une méthodologie d'écriture. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Oui. Et puis, Cabrel, que j'aime beaucoup. C'est vrai que quand tu chantes, alors c'est aussi l'accent, faut le dire, mais c'est carrément. Mais il n'y a pas que ça. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui ressent un peu dans la poésie des textes qu'on comprend pas forcément comme ça d'emblée, mais qui dégage une atmosphère, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, de la chanson que tu nous as chantée tout à l'heure, on va pas pouvoir donner une histoire comme ça de but en blanc de manière directe, mais il y a une espèce de poésie du texte qui rappelle les chansons de Cabrel, qui d'ailleurs était un grand fan de folk, enfin qui est toujours d'ailleurs, de musique folk américaine. Donc. Et tu t'écris des deux aujourd'hui, anglais, français? Là, ça fait un petit moment que j'ai pas écrit en anglais, et je crois que je vais me consacrer exclusivement à l'écriture en français. D'accord. Et pour le groupe alors c'est en anglais? Pour le groupe c'est en anglais, ouais. Mais c'est pas toi qui écris? Si, j'écris aussi, ouais. D'accord, t'écris aussi. Et c'est toi qui chantes? Ouais. Et qui fait de la guitare? C'est ça. D'accord. Accompagné, donc, il y a quoi comme musicien? Alors, il y a JB, Jean-Baptiste, donc, qui est guitariste, Jean-Baptiste Coubert. Martin Spanagel, qui est batteur. Et puis Joe Lecomte, qui est bassiste. Alors, quand on t'entend, on voit que tu viens pas de Strasbourg à l'origine. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'a amené à Strasbourg? Écoute, c'est une question d'études en fait. D'accord, t'es venu étudier en psycho. Et j'ai fait ma première année à Toulouse.
Et alors, bon, en gros, moi, c'était pour faire un neuropsychologiste. C'est un master qui n'existe pas à Toulouse. Et j'ai dû monter à Strasbourg, qui est une fac assez réputée là-dedans. Et puis finalement, j'ai encore changé en cours de route. Je suis toujours en psycho, mais c'est un autre master. Enfin, bref. D'accord. Et voilà, c'est pour des raisons universitaires. Et je me suis tellement plu à Strasbourg que je suis resté même après le changement d'orientation. Que tu restes à Strasbourg. Ouais. Et tu comptes plus te spécialiser, te professionnaliser donc dans la musique ou dans la psychologie ou faire les deux? Faut que je fasse attention à ce que je dise. Si mes futurs employeurs de côté écoutent, moi, les deux sont complémentaires. J'aimerais faire les deux. Évidemment, je pourrais pas vivre sans musique, ça c'est sûr. Donc, s'il me fallait choisir entre deux styles de vie, vraiment choisir quoi, ce serait la musique évidemment, vu que sans ça. Mais tu poses la question à n'importe quel musicien. Oui, c'est ça, sinon c'est pas un vrai musicien. Alors tu nous as préparé un deuxième morceau, si tu veux, tu peux jouer tout de suite, puis après on va parler un peu plus en détail de cette musique folk et du blues aussi, enfin de tes inspirations musicales. Ça marche, c'est une chanson d'amour la prochaine en plus. Ah. Que j'avais besoin de personne, comme un cow-boy dans un western. J'avais le cœur comme une cloche qui attend que quelqu'un la sonne. Une âme aussi lourde qu'un camion citerne. Depuis que t'es dans ma vie, tous mes neurones ont brisé leurs liens. Les nuages ont lâché l'un après l'autre sans que j'y puisse rien. Je suis comme un avion qui fait des ronds dans le ciel. Je suis comme un athée qui croise l'ange Gabriel. Comme un caméléro qui a plus besoin d'elle. Comme une autruche qui apprend qu'elle a des ailes. Comme un expert comptable qui apprendrait à divaguer. Comme l'univers lui-même qui viendrait de bugger. Depuis que l'amour m'a flingué, je suis comme une horloge déglinguée. Je croyais que j'étais un vrai dur à cuire, pas comme Jack Bauer ou Rambo, mais pas loin. Maintenant, tu tiens mon cœur dans ta ligne de mire. Depuis, je me la pète un peu moins. Depuis que t'es là, c'est fou, tout est juste un peu moins logique. Y'a plus rien qui tient debout, t'as même pas eu besoin de baguette magique. J'suis comme un pilote au-dessus des Bermudes, comme un igloo construit un peu trop au sud, comme un public d'opéra en pleine béatitude, comme un alcoolique notoire juste après l'interlude. J'ai le cœur qui bat comme si c'était pas le mien. J'suis comme un Windows qui marcherait bien, comme un consommateur devenu épicurien. Comme un roi qui aurait plus besoin de rien. Je suis comme un sous-marin au milieu du Sahara, comme un buveur de lait au milieu du Connemara, comme les neiges éternelles qui font decanter dans mes bras, comme en dehors du monde quand on est sous les mêmes draps. Je suis comme une banque qui vient de se faire braquer, comme un mur d'église qui vient de se faire taguer. Depuis que l'amour m'a flingué, je suis comme une horloge déglinguée.
depuis que l'amour m'a flingué, je suis comme une horloge déglinguée. Sylvain Toby dans Réservoir, sur Radio Arc-en-Ciel. Bravo encore pour cette chanson, dont j'ai oublié le titre. Comme une horloge déglinguée. Comme une horloge déglinguée. Alors quand on te voit comme ça jouer, on voit qu'il y a une vraie technique. Tu fais à la fois de l'harmonica, la guitare, tu chantes et on voit que tu sais jouer aussi avec le micro. T'as pris des cours de chant, d'instruments de musique ou tout s'est fait au fur et à mesure? Des cours de guitare, j'en ai pris un petit peu au lycée quand j'ai commencé. J'en ai pris pendant 6 mois, un an, un truc comme ça. Pour apprendre les accords, la base, quoi. Et chant, non, j'ai jamais pris de cours de chant. T'as jamais pris de cours de chant? Non, et c'est un projet d'ailleurs. J'aimerais bien apprendre à mieux maîtriser ma voix, à mieux savoir à maîtriser certains trucs, quoi. D'accord. Certains petits trucs. Savoir exactement comment poser ma voix à certains endroits, comment chanter de façon absolument naturelle. Et quand tu chantes en français, est-ce que toi tu te définis aussi comme un chanteur folk, comme en anglais, ou pas forcément? Non, pas du tout. Non, mais pas d'ailleurs, même en anglais, je me définis pas trop comme un chanteur folk. Mais en français encore moins, parce que là, j'ai vraiment, du coup, pour le coup, autant en anglais, je suis conscient parfois de comment dire, de me mettre un peu dans une case, quoi, et des fois même d'imiter un petit peu certains, pas foncièrement, mais dans l'esprit, quoi. Autant en français, je me force vraiment à être le plus moi-même possible. Et du coup, je pourrais pas trop. Surtout qu'en français, c'est pas comme en Angleterre ou aux États-Unis où ça c'est blues, ça c'est folk, ça c'est rock, ça c'est pop, ça c'est rock and roll, ça c'est punk. Des mots très généraux qui veulent pas dire grand-chose. En français, t'as variété française. c'est tout. Cabrel, Brel, Brassens, tout ça c'est variété française. Ouais, c'est française, alors que c'est très différent. Ouais. Donc je suis variété française. T'es variété française. Donc, quand il faut remplir, par exemple, je sais pas, quand tu dois faire des concerts, je pense que tu dois donner le genre musical que tu fais. Qu'est-ce que tu dis en général? J'ai pas encore fait de concert en français, donc j'ai pas encore eu à me poser la question. Mais quand le jour viendra, alors là, vraiment aucune idée. En français. Chanson en français. Chanson en français. Chanson, ouais. Parce qu'il y a quand même la guitare, l'harmonica, qui restent quand même des instruments qui sont propres. Qui sont quand même assez rattachés pour le grand public de manière générale. Oui, c'est des instruments assez communs. Même folk. Le style, c'est un style, je trouve, assez commun. Enfin, c'est pas non plus super excentrique. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait définir ça? Par exemple, il n'y a pas de piano, il n'y a pas de batterie comme il y a dans d'autres groupes. C'est vraiment guitare et harmonica. Harmonica, qui est quand même un instrument qui est, je pense, dans l'imaginaire collectif, assez rattaché au genre du folk, malgré tout. C'est des inspirations qui survivent. C'est du French folk. C'est du French folk. Voilà. Mais quand on dit musique folk, qu'est-ce qu'on pense? Parce que, je veux dire, souvent, on t'entend chanter, on pense musique folk. Est-ce que ça rattache à un genre avec des codes d'écriture, par exemple, des thèmes musicaux, etc. Pas forcément. C'est un genre qui est vraiment très général. C'est super général, quoi. Vraiment. Super général. En fait, du moment que j'ai l'impression que du moment où il y a une guitare acoustique, on dit que c'est du folk. On dit que c'est du folk, ouais. Et c'est pas comme s'il y avait une structure comme le blues, par exemple, où c'est typique, t'as 12 mesures. Enfin, t'as une grille de 12 mesures. Typiquement, après le reggae, pareil, t'as des trucs. Mais le folk, c'est juste, du moment qu'il y a une guitare, en fait, on dit que c'est du folk. D'accord. Mais il n'y a pas un imaginaire, une mythologie derrière? Ça dépend de quel folk on parle. T'as le folk contestataire des années 60. Là, t'imagines tous les hippies en train de jouer la guitare et du tam-tam. C'est vraiment une vague qui existe encore. T'as le folk
tout ce qui est country, folk. Bon, là, Neil Young, Johnny Cash. Donc plus tes inspirations, alors, en fin de Ouais. compte. C'est Country, plus vers- folk, Gillian Welch, etc. Folk indépendant. T'as le folk punk aussi, ça existe. Ah ouais. Mais ça, chez nous, par contre, c'est absolument pas connu. C'est assez marginal même là-bas. D'accord. Mais j'aime beaucoup. Et quand on voit, je crois que c'est sur ton Bandcamp ou ton MySpace, je sais plus, il y a marqué dans les genres musicaux folk et blues aussi, donc tu fais du blues aussi alors. Ouais, j'ai certaines chansons blues, même en français. D'accord. Là, t'en as en français aussi. Ouais. Et comment est-ce qu'on voit la différence pour des non-avertis entre justement du folk Entre le ou du français et blues l'anglais. Entre le français et l'anglais, c'est pas trop difficile, mais pour voir que c'est du blues, qu'est-ce qui caractérise justement le fait que quand t'entends cette musique, tu te dis c'est du blues quoi. Alors là, pour un non-averti, je sais pas. C'est des accords septièmes. D'accord, En c'est général. déjà pas très non-averti. Ça c'est un accord majeur. Et ça c'est un accord septième. D'accord. Donc tu reconnais un petit peu il y a quelque chose de bluesy dans l'accord. Il y a un truc dans l'accord qui te dit que c'est du blues, quoi. Ouais. Après, je suis pas. Vu que j'ai aucun vocabulaire musical proprement dit, j'aurais du mal à te. Mais ouais, t'as 12 mesures, donc c'est un truc assez répétitif. Il n'y a pas beaucoup d'accords. En général, il y a 2, 3, 4 accords, pas plus. Mais souvent, les chanteurs de blues, ils sont plus en Et puis train de parler et un peu avec une espèce de mélancolie fatiguée. Ouais, un peu comme ça. J'ai l'impression, hein, je sais pas, je m'y connais pas du tout en musique. Encore une fois, t'as plein de blues différents. Pour tout ce qui est blues du Delta, blues Mississippi, c'est des types qui parlent de leur blues, de leur peine au quotidien, de comment ils galèrent dans la vie, ou bien juste des histoires toutes simples. Hein. Robert Johnson, etc. Ils sont pas tout le temps en train de se plaindre sur leur sort, mais c'est des trucs tout simples, j'aime bien parce que le début des chansons, ça commence souvent par ils disent qu'ils se sont réveillés ce matin. Et puis I woke up this morning. T'as trois quarts des chansons de blues qui commencent comme ça. Et puis il leur arrive un truc, ça dépend. Et toi, ça raconte quoi, tes chansons de blues, justement, en français? J'en ai écrit une par exemple où je rentre chez moi au milieu de la nuit bourré comme un coin. Ou tu te réveilles pas le matin, donc c'est déjà une variante. Donc déjà, ouais. c'est le prologue, si tu veux. D'accord. Et ouais. Et il se passe quoi? Pas grand chose. Je marche au bord du canal, je suis complètement bourré. D'accord. Ouais. Mais je pense qu'au niveau de la chanson, ça doit avoir une dimension beaucoup plus poétique que quand c'est raconté. Alors, dans le milieu, bon, tu te définis pas complètement comme un chanteur de folk, hein, on l'a compris, mais ça reste quand même assez différent des groupes qu'on a l'habitude de voir, des groupes qui sont la plupart des groupes de rock, en tout cas, qui se définissent comme des groupes de rock. Est-ce que dans le genre musical que tu fais, ou dans ton style de musique, pour être plus large, il y a une concurrence à Strasbourg, ou ça va, il y a de la place? Alors là, je sais pas trop, je connais pas assez tous les groupes de Strasbourg pour te dire. De la concurrence, il y a pas mal de bons groupes folk, quoi. Ça c'est. Ouais. En français, je sais pas parce que je pourrais pas te dire. En anglais, ouais, je pense que tu connais Three Bears. Ça me dit quelque chose. Ah, c'est un groupe de Strasbourg, oui. Ouais, c'est un groupe de Strasbourg. Ouais. Ouais. Ça, oui, je connais. Très bon groupe. Qui joue en anglais, ouais. Ouais, eux ils chantent en anglais. Ouais. Mais la plupart des groupes d'ailleurs chantent en anglais. C'est plus rare de voir des groupes en France. En tout cas, des jeunes groupes qui chantent en français plutôt que. Et ouais, c'est tellement, on entend tellement d'anglais, et finalement quand tu parles anglais, hein, quand tu parles bien anglais, c'est beaucoup plus facile d'écrire en anglais. Ça coule, c'est un style, c'est une langue avec lequel t'as un rapport à l'écriture complètement différent. Ouais, c'est pas du tout la même méthodologie comme t'as dit. Et puis on rêve tous un peu d'Amérique. Enfin, on est tous baignés dans une culture complètement qui nous donne envie, qui nous fait rêver des États-Unis. Il y a aussi une dimension, je pense, classe entre guillemets de chanter en anglais qu'il n'y a pas forcément en français. Ouais, et puis en plus le français, on a souvent cet a priori que c'est énormément de boulot.
d'écrire en français, parce que de suite, quand tu écris en français, tu es dans la recherche de style, Ouais. tu es dans l'élaboration poétique à un très haut niveau, parce qu'on a des figures comme Brel, C'est Brassens, ça, ouais. Ferré, qui ont mis la barre vraiment très très haut, Mm. mais il faut pas oublier que c'était leur style, hein, quoi. Mm. Et n'importe quel style est beau tant que c'est le tien. Mm. Et, Ouais. que tu peux chanter, tu te ferais avec ton propre style comme tu veux. Le mieux, c'est de chanter comme ça va faire niaiseux, mais comme ton cœur te le dicte, quoi. Ouais. Mais il y a des groupes parfois qui chantent en anglais et que ça passe pas, quoi. Qu'on comprend parce que faut quand même avoir une aisance, faut quand même avoir l'habitude de parler anglais, bien parler anglais avec l'accent aussi, ce qui est franchement pas évident. Et quand on voit le nombre de groupes qui chantent en anglais, on se dit mais il y en a forcément qui doivent pas tout à fait être doués en anglais malgré tout, quoi. Mm. Mais ça se travaille du coup l'anglais, l'écriture, l'apprentissage de la langue, ça s'entretient. Oui, ça s'entretient. Ouais. Ouais. Ça s'entretient. Déjà, ça se travaille et puis ça s'entretient. Et pour trouver des lieux, ça se passe comment pour justement jouer, parce que après tout, comme un artiste local, avant de faire des albums, c'est jouer localement qui prime, j'imagine. Enfin, jouer dans des bars, dans des concerts. Au début, quand on commençait, je cherchais dans les bars. Donc je faisais carrément du porte-à-porte. Et puis ouais, je demandais tout simplement, bonjour, je m'appelle Sylvain, je fais de la guitare, est-ce que je peux jouer chez vous de ces quatre? Et on me disait soit oui, soit non. Et puis après, moi par contre, je sais que je suis très très mauvais pour me dégoter des concerts. Ah. Je vais difficilement au devant des choses. C'est plus, j'aurais bien besoin d'un manager pour ce coup-là. Un appel est lancé. Voilà, si un manager écoute. Parce qu'il y a pas mal de concerts dans la région où ça manque un peu de concerts justement pour se produire. En ce moment, en fait, j'ai vu que c'est une période un peu compliquée pour moi, vu que je t'ai dit, je suis étudiant. Ouais. Et là, c'est les études. C'est vraiment. Je suis à un master que j'essaie de faire, que j'essaie de boucler en un an. Et du coup, je t'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas eu le temps seulement de chercher des concerts, quoi. Ouais, j'imagine. C'est un boulot à plein temps. Hein, ah ouais, c'est un boulot à plein temps. Ouais. T'as des projets de te consacrer vraiment complètement à ça dans c'est un projet, ouais. On va peut-être parler un peu de ton groupe, Gracewood. Déjà, comment est-ce qu'il est né concrètement? Tu dis que ça fait depuis novembre 2012. Ouais. Ça s'est passé comment? Vous vous êtes rencontrés? Vous vous êtes dit, Banco, il faut qu'on fasse un groupe ensemble Alors au début, je jouais avec Nathalie, on avait notre duo folk. Et puis finalement, vu qu'elle avait ses chansons, moi les miennes, et que même si c'est du folk, si on écrivait ce qu'on appelle du folk tous les deux, l'univers était quand même sensiblement différent. Du coup, on a fait un groupe chacun. D'accord. Elle a fait un groupe qui s'appelle Lina Birds, qu'on peut checker sur MySpace et sur Facebook. Il y a une violoncelliste et une violoniste, Lina Birds. Lina Birds. Et puis moi je voulais faire un truc plus folk rock avec une basse, une batterie, une guitare électrique, et donc j'ai posté une annonce sur internet. D'accord. Et puis on m'a répondu assez vite. Et voilà, c'est comme ça que. Puis avec Martin, Joe et JB, on s'entend tous les quatre super bien, autant humainement que musicalement, ce qui est super rare, trouver des potes des gens avec qui tu t'entends aussi bien dans les deux. C'est important dans les deux domaines. On connaît dans l'histoire de la musique les nombreux clashs qu'il y a eu dans les groupes, c'est quelque chose qui revient assez souvent, donc ça doit être quelque chose d'important. Il y a un univers un peu propre au groupe que vous construisez ou... Ouais. Chacun apporte ses influences. Bon, on est quand même dans le folk rock de base, quoi. Il y a des côtés un petit peu plus roots, à la Gillian Welch, des côtés beaucoup plus rock, parfois même un petit peu avec quelques touches de Radiohead. D'accord. Ouais, c'est assez différent. Ça veut dire quoi, Gracewood? Alors, Gracewood, pour l'expliquer, il faut que je remonte. C'est des comment déjà le nom? Ah bah c'est ce que j'explique. Ouais, vas-y, je t'en prie. Mes parents sont pépiniéristes, horticulteurs pépiniéristes. D'accord. C'est dans la famille, une longue dynastie d'horticulteurs. Que tu viens de briser? Ouais. En faisant de la musique.
Et puis voilà, spécialisé dans tout ce qui est plantes de terre de bruyère, donc camélia, azalée et hydrangea, donc hortensia, etc. Et Gracewood, c'est une variété d'hydrangea. D'accord. Et que j'ai trouvé comme ça en rempotant à la pépinière un été. C'est vrai que c'est classe comme nom, ouais. Ouais, Pas mal. entre deux variétés. Ouais, on était en train de rempoter. On était en train de faire des boutures. Ouais, c'est ça. On faisait des boutures. C'était au mois d'août, et puis on était en train de bouturer une variété qui s'appelait Gracewood. Et je me suis dit, tiens, c'est super classe comme nom, ça pour un groupe. En plus, c'est une manière de rendre hommage à cette lignée, du coup. Bah ouais, c'est ça. Alors, du coup, tu fais ces deux carrières en même temps, parallèlement encore à tes études. C'est pas trop compliqué de jongler entre carrière solo, carrière en groupe. T'arrives à vraiment te consacrer complètement aux deux? En ce moment, c'est dur de me consacrer vraiment exclusivement à l'un ou à l'autre, vu qu'il y a les études à côté. J'aimerais me consacrer autant à Gracewood qu'au projet solo, qui va pas non plus rester longtemps en projet solo, vu que ça sera le projet Sylvain Toby, donc c'est ça. Mais je compte j'aimerais bien me trouver un contrebassiste, un guitariste, pourquoi pas un banjoïste. Qu'on reste quand même dans le folk. On disait par rapport au français, ça reste quand même des instruments. Instruments de folk. Et dans le folk plutôt typé bluegrass. Bluegrass, c'est-à-dire bluegrass. Bluegrass, référence typique au Brother, tu vois. D'accord. Bluegrass. En fait, je vois. C'est vrai que j'ai pas vraiment de nom qui me vient en tête. Hein. C'est un style tellement. C'est plus une ambiance, une atmosphère. Ouais, c'est plus une atmosphère. Ouais. D'accord, à la Au Brother alors. Ouais, au Brother, Alison Krauss. Gillian Welch qui est assez old school, country old school, qui tombe parfois dans le bluegrass. En tout cas, ça s'annonce pas mal. Bluegrass, c'est typiquement une guitare, un banjo, une contrebasse, un violon, un dulcimer. Alors, on a beaucoup parlé, mais on va peut-être encore t'écouter, parce que tu es venu avec 3 chansons, on en a écouté 2. Alors, je sais pas, comment s'appelle la prochaine que tu nous as préparée? La prochaine chanson s'appelle Pas doué. Pas doué. Ceux qui réussissent tout d'un coup, ceux qui sourient à tout, ceux qui prennent leur temps sans penser à ce qu'il y a au bout, et le monde qui leur tend les bras, qui les comble de joie, sans qu'ils aient rien cherché, comme si tout allait de soi. Je me demande tout bas, comment peut-on vraiment passer au milieu de tout ça sans être renversé par les vents? Ça fait un bail que j'essaye, et jusqu'ici pas d'espoir, je fais de mon mieux, pourtant je broie du noir, je suis pas doué. Oh non, je suis pas doué. Je suis pas doué. Oh non, 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 je suis pas doué. Y'en a qui ouvrent leur cœur comme on ouvre un livre, qui n'ont pas besoin de théorie pour apprendre à vivre. Y en a qui arrivent à dire ce qu'ils ont dans la tête, qui laissent pas tout pourrir jusqu'à ce que tout pète. Moi je reste là, perplexe et dubitatif. Je demande et j'exige un justificatif. Tout ce que je veux au monde, c'est une vie tranquille. Mais soit on choisit pas ce que le monde nous file, soit je suis pas doué. Oh non, je suis pas doué. Je suis pas doué. Oh non, 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 je suis pas doué. Y a ceux qui tombent de haut, qui disent même pas mal, qui font comme si le monde était normal. Ils ont peut-être peur, mais ils avancent quand même, et ils ont jamais honte de dire je t'aime. Moi j'avance dans le noir, et puis je me prends les murs. Je me demande où ils ont dégoté la vision nocturne. Ils avancent tranquillement, en sachant ce qu'ils veulent, et moi je passe mon temps à me casser la gueule. Je suis pas doué, oh non, je suis pas doué. Je suis pas doué, oh non, 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 je suis pas doué.
y a ceux qui arrivent à danser la même vieille danse, celle qui te fait oublier ta misérable existence. Ils te font s'évaporer les larmes de la nuit, et si le rythme est assez bon, y a même Dieu qui les suit. Moi je sais pas danser, je sais à peine courir, mais si je marche encore un peu, qui sait ce que je vais découvrir là où sont abandonnés les rêves du monde entier. Je vais rester un peu et je vais peut-être oublier que je suis pas doué. Oh non, je suis pas doué. Je suis pas doué. Oh non, 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 je suis pas doué. Je suis pas doué. Oh non, je suis pas doué. Je suis pas doué. Oh non, 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 je suis pas doué. Sylvain Toby sur Radio Arc-en-Ciel, dans Réservoir. Pas doué. Bon, il l'est pas vraiment, hein. Pas doué. Plutôt doué quand même. Hein. Merci pour ce live exceptionnel. Et comment est-ce qu'on fait si on veut écouter tes chansons en dehors que sur Radio Arc-en-Ciel? Alors, il y a mon MySpace. Donc, MySpace, sylvaintoby.com ou myspace.com sylvaintoby, je sais plus. Tape sur Google, MySpace et MySpace, Sylvain Toby. J'ai un lien Facebook aussi, je suis sur Facebook, Sylvain Toby. Il y a mon groupe Gracewood aussi sur Facebook. D'accord. Donc Gracewood avec un E, Greyswod. Et depuis pas longtemps, je suis sur Bandcamp aussi. D'accord, ouais. Là où sont de plus en plus de musiciens maintenant. Ouais. Avec, parce que j'avais enregistré un disque dans le sud, dans le Tarn, avec un gars de chez moi qui s'appelle Hugues Catalan. D'accord. Très excellent guitariste, excellent musicien de par chez moi, et qui a un studio, et donc on avait enregistré un disque là-bas que j'ai mis sur Bandcamp. C'est un EP, donc on peut écouter les musiques gratuitement alors sur internet. Ça c'est des musiques en anglais alors. Ça c'est celle en anglais, ouais. D'accord. Y a pas... les maquettes sont prévues en français. D'accord. J'ai pas encore trouvé le temps de les enregistrer, mais je les mettrai sur MySpace dès que j'aurai le temps. Et puis cet été, j'ai prévu d'enregistrer un nouveau disque en français cette fois-ci. D'accord. Toujours en EP, donc 4 ou 5 chansons. Et à partir de là, essayer de démarcher auprès des labels. Je sais pas encore comment ça va se passer. Ouais, tu comptes essayer de trouver un label d'ici un an. Et pour le groupe, il y a déjà un EP qui est sorti Non. Pas encore. Non, pas encore. Tu te consacres plus alors au live avec le groupe? Ouais, jusqu'ici, d'accord. Ouais. Mais là depuis pas longtemps, on est en train de bosser sur une maquette enregistrée maison. D'accord, on est impatient de voir ça. Il y a des lives de prévus là, bientôt ou pas vraiment, vu que tu as tes études, c'est pas forcément évident? Ouais, c'est pas évident parce que déjà, il y a les études, il y a la maquette qu'on est en train d'enregistrer avec Gracewood qui prend vachement de temps. On a qu'un jour par semaine en fait c'est ça qui est un peu galère à gérer. On a qu'un jour par semaine et on le consacre à l'enregistrement de la maquette. D'accord, ce qui prend vachement de temps. Et puis au site internet aussi. Il me tarde d'avoir un petit peu moins de dossiers à rendre, des trucs comme ça, pour pouvoir me consacrer vraiment. Parce qu'il y a combien de morceaux avec Gracewood qui existent déjà? Qui existent déjà une vingtaine, un petit peu plus. Ah ouais, il y a matière alors. Oui, à faire quelque chose. En tout cas, on va suivre ça de près, ça c'est sûr. On va vous tenir au courant sur le Facebook de Radio Arc-en-Ciel dès qu'un EP sortira ou dès qu'il y aura des dates pour voir Sylvain Toby. Je le ferai savoir. En concert, ça marche. Merci d'être venu. Merci à toi. Alors vous savez peut-être, mais depuis mercredi ont lieu au Zénith les représentations de Quidam, certainement l'un des plus fabuleux spectacles de cette troupe mythique du Cirque du Soleil. Alors ils seront dans la capitale alsacienne jusqu'à dimanche soir. On a eu la chance d'assister aux répétitions de ce spectacle et de visiter les coulisses, mais surtout de rencontrer de nombreuses personnes qui travaillent sur ce spectacle, dont Jennifer Leboeuf, porte-parole du spectacle Quidam, et qui nous explique ce que c'est exactement que ce spectacle et ce qu'il a de différent des autres spectacles du Cirque du Soleil.
Kidam, qui est en ce moment le spectacle de tournée le plus âgé du Cirque du Soleil, est en fait vraiment un classique. Il vous amène vraiment tout ce qui vous fait rêver par rapport à la compagnie, par rapport au cirque. Et puis, cette fois-ci, on vous amène dans une histoire un peu à la Alice au Pays des Merveilles, un peu plus intense et dramatique. Peut-être que ce que vous êtes habitué ici à recevoir avec le Cirque du Soleil, mais voilà, avec Kidam, on rencontre la petite Zoé, qui nous amène dans son imaginaire afin d'échapper à la réalité un peu tristounette au début du spectacle. Et donc c'est un spectacle qui tourne depuis longtemps, alors si j'ai bien cru comprendre, il tourne depuis combien de temps? Depuis 1996. Alors, on a tourné toutes ces années partout sur la planète. On a visité 5 continents. On a vu plus de 12 millions de personnes. Mais cette semaine, si vous voulez voir Kidam, c'est à Strasbourg que ça se passe. Kidam est unique. C'est le seul Kidam du Cirque du Soleil. On a 19 spectacles différents. Mais voilà, le seul qui est à Strasbourg cette semaine. Et ça rassemble combien d'artistes, combien de techniciens? Sur la famille de Kidam, on compte 90 personnes, 45 artistes sur scène, 45 artisans dans les coulisses et on vient à peu près une vingtaine de pays différents. Kidam, c'est aussi une multitude de costumes, d'accessoires et de perruques qui sont entretenus et réparés sur place pendant la tournée. On a pu visiter l'atelier de costumes installé dans les coulisses du Zénith et discuter avec une costumière qui nous explique le travail quotidien à faire sur les costumes. Ça a été décidé dès le début en fait, depuis 96. Je crois que c'est les mêmes costumes, ils n'ont pas bougé. Je pense que tu me confirmeras. Ben, il y en a qui ont été retravaillés un peu quand même. Ouais. Mais la base a toujours été... La base reste la même, ouais. Reste la même. Et ils sont fabriqués dans les ateliers de Montréal alors? Oui. Et ici, il y a souvent des retouches à faire pendant les tournées? Oui. Ben, par exemple, celui-ci, c'est un costume de corde. Et donc, il y a souvent les frottements ou des choses qui se déchirent. Et du coup, souvent, oui, on a soit comme des pièces en cuir à changer, parce que il brûle le cuir en fait. Et il y a pas mal de réparations à faire, des changements. Et si vraiment un costume est vraiment trop abîmé pour être réparé, ils en recommandent un nouveau à Montréal, qui nous expédie un nouveau costume pour le personnage. Le spectacle tourne donc depuis 1996. Il a été mis en scène par Franco Dragone, mais au gré du temps, il évolue. Il a été par exemple adapté pour passer d'une forme sous chapiteau à une forme sous aréna, c'est-à-dire sous zénith par exemple. Et puis de nombreux artistes et comédiens changent. C'est le directeur artistique, Luc Ouellette, qui s'occupe de l'adaptation, du casting et surtout qui veille au respect de la mise en scène de Franco Dragone. Il nous parle de son travail. Vous êtes directeur artistique sur ce spectacle? Oui. Ça se passe comment en fait? C'est quoi? Ça correspond à quoi exactement, directeur artistique? J'aime m'appeler le protecteur du concept. Principalement, je suis là pour eux, pour être sûr avec mon équipe artistique, dans le fond, qui sont soit physio, côté médical, les coachs, les costumes. Donc, je m'occupe d'une équipe de 12 personnes qui s'occupe d'une équipe d'artistes de 46 personnes pour s'assurer que le spectacle va être le meilleur possible dans toutes sortes de conditions, parce que c'est sûr qu'on a des gens, des fois, soit blessés, soit un peu malades, donc on s'organise comme ça. Mais c'est vraiment pour moi de protéger ce que les concepteurs ont mis en place en 96. Justement, le spectacle, il n'a pas du tout évolué depuis 96 ou il a quand même évolué? Moi, je pense qu'il évolue toujours. Aussitôt qu'on amène un nouvel élément, un nouvel artiste, le spectacle change. Les autres sont influencés. Et puis, c'est certain qu'un spectacle en 96, je n'ai pas beaucoup de gens qui sont ici depuis l'origine. Donc, en 2010, il y a eu vraiment comme un genre de version, je dirais, rajeunie. Plus à cause de l'âge, pas à cause du contenu de Kidam pour justement la Formule Arena. Mais je dirais que l'essence de Kidam est la même qu'à l'origine. Et justement, quand il y a eu cette refonte pour l'Arena, est-ce que le metteur en scène de l'origine a participé à cette refonte ou plus du tout? Plus du tout. Franco n'aime pas beaucoup revoir ses vieux spectacles. Il aime plus voir de l'avant que de ce qu'il a fait comme création. Mais le spectacle est tellement bien documenté qu'à quelque part, on a respecté vraiment ses demandes. Et dans le fond, c'est toute une équipe aussi. Si on fait un petit changement au niveau d'un costume, c'est toujours la conceptrice qui fait l'approbation finale. Donc, on reste en contact avec les concepteurs, mais malheureusement, Franco, pas beaucoup. D'accord.
Et donc vous êtes amené à aller dans beaucoup de lieux différents. Est-ce que le spectacle change parfois en fonction du lieu? Est-ce qu'il a besoin de s'adapter parfois? Je dirais que le clown, parfois, doit s'adapter. Dans le fond, c'est juste de lui, le fait qu'il son numéro, il interagit avec les gens de l'audience. Au courant de la semaine, il va mieux connaître avec qui il va jouer. Parce qu'effectivement, il va jouer avec eux. Donc, les réactions en France comparativement en Allemagne ou comparativement en Amérique du Sud est très, très différente. Si on joue au Japon, ça va être autre chose. Mais nous, le spectacle, on lui touche pas. On laisse vraiment, quelles que soient les personnes dans l'assistance, le prendre tel qu'il est. Et donc les artistes qui sont aussi comédiens changent assez souvent. Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des auditions? Est-ce que vous avez un œil du coup sur ces auditions? Oui, c'est pas mal moi qui fais le casting au niveau des remplacements. On a des profils particuliers à chercher. Donc on a vraiment un bassin d'artistes intéressés par le cirque avec des profils pour différents spectacles du cirque. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que je dis, OK, tel artiste, il n'a pas renouvelé son contrat, par exemple. On a besoin de telle grandeur, de tel poids. Et puis, on nous fait un genre de mini-présentation. Et moi, je décide qui je vais prendre. Est-ce que je le fais venir directement sur la tournée ou, dans le fond, il s'entraîne à Montréal avant. Donc, toutes ces décisions-là, c'est moi qui les prends. D'accord. Et alors, ça se passe comment? C'est des auditions qui sont ouvertes ou il y a des personnes qui vont voir différents artistes, etc., et qui vont plutôt les approcher pour leur dire ce serait bien si tu venais jouer avec nous Cirque du Soleil? Il y a encore des auditions qui sont ouvertes un peu partout dans le monde, qui très larges. Et dans le fond, les gens, après ça, on regarde dans quel genre de profil, pour quelle production du cirque. On a quand même 19 productions, donc pour les identifier. Mais aussi, je vous dirais récemment, c'est beaucoup les artistes qui connaissent des collègues, le fait qu'ils ont travaillé avec eux, par exemple le groupe de Bankin, ils ont travaillé avec des porteurs ou avec des voltigeurs, donc ils disent, on connaît quelqu'un qui pourrait peut-être être intéressé, alors là, je donne l'information au casting qui font la vérification. Donc c'est vraiment un travail d'équipe pour trouver ces gens-là, mais moi, je ne fais pas vraiment d'audition. D'accord. Moi, je demande aux autres de vérifier. C'est les experts. Après ça, moi, je les prends en main et je les intègre dans le spectacle. Et au quotidien, pendant les répétitions, les soirs où il y a justement des représentations, quel est votre rôle? Je regarde souvent le spectacle et puis je prépare une série de notes pour eux. Mes notes sont beaucoup plus de garder l'esprit Quidam. Si j'ai des notes plus acrobatiques, je vais les donner à mes coachs pour qu'ils les partagent avec les artistes. Mais moi, j'essaie vraiment, comme directeur artistique, de regarder le spectacle comme un spectateur et non pas m'imposer une façon de le voir. Donc, c'est au goût du jour, c'est comment je me sens. Et puis, je me régale à regarder le spectacle. Et qu'est-ce qui vous a amené, en fin de compte, à rejoindre le Cirque du Soleil? Un hasard. Le Cirque du Soleil recherchait quelqu'un qui avait une connaissance en danse pour être un assistant, pour une directrice artistique qui était plus dans le théâtre. Alors, il voulait avoir un profil dans la quarantaine. Bon, alors je convenais tout à fait au profil. On m'a approché. J'ai passé une entrevue. On m'a proposé le poste tout de suite pour me dire « Est-ce que tu partirais au Japon dans 2 semaines? » Et j'ai dit oui. Et ça, c'est il y a 11 ans, pour rejoindre Quidam, qui tournait au Japon. Donc, pour l'instant, Quidam est vraiment mon premier et le spectacle sur lequel je suis actuellement. Et je suis ravi de le retrouver après 11 ans. Enfin, que serait un spectacle du Cirque du Soleil sans ses artistes? Jean-Philippe Vien, comédien et acrobate, nous parle de son travail. Alors vous êtes artiste sur ce spectacle Quidam, qu'est-ce que vous faites exactement? J'ai 3 rôles sur le spectacle de Quidam. Le premier, c'est j'ai fait un personnage qui s'appelle le personnage de Boom Boom, qui est un des personnages principaux. Personnage chauve avec des gants de boxe, très difficile à manquer, il est très énergétique sur scène. Je fais aussi partie du numéro de corde à sauter, qui est un gros numéro de groupe. En gros, il faut penser à des enfants à la cour de récré qui jouent à la corde à sauter, mais remplacer les enfants par des acrobates professionnels, ça vous donne une bonne idée. Et finalement, ma spécialité, qui est ça pourquoi j'ai été engagé, c'est le numéro de cordelisse. C'est un numéro de groupe aussi, 5 cordes verticales qui sont attachées à 12 mètres de haut sur scène. On grimpe les cordes, on les enroule autour de nous et on fait des acrobaties en descendant, toujours en contrôle. Donc c'est un double travail, celui d'acrobate et celui de comédien en même temps, ça se passe comment? Ça se passe que c'est un beau défi. Puis c'est bien parce qu'en même temps, je veux dire,
Il y en a qui vont peut-être être meilleurs en acrobatie, d'autres meilleurs en jeu. Pour moi, ça me permet vraiment de combiner le meilleur des deux mondes, puis ça m'ouvre d'autres horizons. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce spectacle? J'entame ma 4e année en ce moment sur Kidam. Et vous avez participé à cette aventure comment? Pour ma part, je dirige Kidam. J'ai été approché par le Cirque du Soleil. En fait, j'ai fait l'école de cirque. Par la suite, j'ai fait beaucoup de contrats. J'étais pigiste, donc je fais des festivals, des contrats privés. Éventuellement, les dépisteurs du Cirque du Soleil m'ont vu performer. Ils m'ont invité à faire les auditions. Puis après les auditions, j'ai abouti sur Kidam. Et vous êtes à 100% alors sur ce spectacle ou vous réussissez à faire autre chose encore à côté? Les choses à côté, c'est plus des trucs personnels. C'est sûr que c'est important pour tout le monde d'avoir des hobbies, des loisirs. Pour ma part, c'est vraiment les arts martiaux. C'est mon passé principal. C'est ce que j'ai fait depuis que je suis jeune. Je continue de les pratiquer. Puis le cirque est bien ouvert à ces choses-là. Puis c'est génial parce que en ce moment, je donne aussi 2 fois par semaine un cours d'arts martiaux après les spectacles pour les gens de la compagnie. Et donc ça aide, les arts martiaux, justement, pour ce que vos numéros que vous faites ou ceux des autres? Absolument. Je veux dire, en tant que tel, les arts martiaux, c'est une excellente façon de se garder en forme. On va travailler la flexibilité, le cardio, la musculation. Mais ça a aussi une discipline mentale, psychologique. Ça demande beaucoup de concentration. Les bienfaits sont infinis. Puis ça aide parce que pour moi, c'est mon plaisir. C'est ce que je fais depuis que je suis petit. Donc ça me permet de rester attaché à ce passé-là. Et justement, comment est-ce qu'on s'entraîne pour un spectacle comme celui-là? L'entraînement va avoir plusieurs aspects. Chaque numéro va avoir un entraînement spécialisé. Donc, on a des répétitions de cordelistes avec même de la musculation spécifique à la cordeliste qu'on va faire sur une corde. À côté, on va faire beaucoup de cardio parce que veut pas, on est tout le temps sur scène en train de courir, sauter, faire des acrobaties. En ce moment, j'ai un petit rhume, donc avoir un petit cardio au-dessus de ce que j'ai besoin, ça m'aide à quand même réussir à finir le spectacle. Et on va aussi faire de la musculation générale parce que veut pas, on vend une image. Mon corps est mon image, mon corps est mon outil de travail, donc je veux le sculpter pour bien vendre mon image. Et en temps, ça prend combien de temps? C'est toutes les après-midi avant le spectacle Mes journées sont en moyenne de 12 heures, donc je vais rentrer au travail environ vers midi, je vais avoir des entraînements spécifiques, le maquillage, on est nourri au travail, donc je vais prendre mon temps pour aller manger. Juste mon maquillage va me prendre facilement 1 heure à faire. Ensuite de ça, échauffement pour le spectacle. Spectacle qui est 2h15 avec l'entracte, je pense. Tout de suite après le spectacle, je suis réchauffé, je suis réveillé. C'est là que je vais faire le gros de mon condi. Soit les cours d'arts martiaux, soit le cardio, soit la muscu, parce que j'ai pas à m'en faire de mon spectacle est après, il faut que je garde l'énergie. Non, je suis prêt à tout de suite embarquer dans mon entraînement, puis je sais que j'ai une journée au complet pour récupérer. Kidam du Cirque du Soleil, c'est un spectacle très enchanteur, certainement l'un des plus beaux spectacles du Cirque du Soleil. C'est au Zénith de Strasbourg, ce soir à 20h, demain à 16h30 et 20h, et dimanche à 13h30 et 17h. Les billets vont de 46 à 80 €. Vous pouvez réserver en ligne sur les sites de la Fnac, de France Billets ou de Carrefour, pour ne citer que cela, et sur la plupart des magasins proposant des réservations de billets. Réservoir, c'est fini pour aujourd'hui. On va se quitter sur un extrait de la bande originale de Kidam, composée pour le Cirque du Soleil et jouée et chantée en live. C'est vraiment très impressionnant. Alors le son est peut-être pas terrible, J'ai enregistré ça mercredi après-midi, mais franchement, si vous avez l'opportunité de voir ce spectacle, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Ciao!